Norbert Jacquet was a Boeing 747 pilot for Air France. France, a country which might be sometimes surprising. Is it necessary to recall the Mitterrand's hidden daughter, where silence became the rule for all media? Absine, France, June the 26th, 1988. The very new plane Airbus 320 crashed. 3 passengers died and 50 were injured. Oh là là! Oh yeah! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Putain! Bien, les premiers éléments de l'enquête font apparaître que la technologie, ce n'est pas un dysfonctionnement de l'A320. 24 hours later, both the French Ministry of Transportation, Louis Mermaz, and the Justice Prosecutor declared that it was not the plane's fault, but the pilot's. Le déchiffrement des boîtes noires confirme que l'appareil... J'avais pour très bon ami Jean-François Gueulette, le bras droit du ministre Mermaz qui a immédiatement blanchi l'avion. Voici une attestation de Jean-François Gueulette, antérieure à l'accident, et également une attestation de son épouse. Ces documents montrent en quelle estime ils me tiennent. Voici une procuration établie pour Brigitte Durafour, une collaboratrice de Gueulette et Mermaz, et c'est elle qui a voté en mes lieux et place aux élections de 1988. Dans le mois qui a suivi l'accident, au mois de juillet 88, j'ai pu me rendre compte de certaines choses. J'étais en contact avec Jean-François Gueulette et l'entourage du ministre Mermaz. J'ai récupéré des éléments techniques et j'ai pu constater qu'on mentait. J'ai donc pu faire des déclarations publiques à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août, qui ont donc été reprises dans la presse, et j'ai créé un syndicat pour ce faire, pour pouvoir avoir la liberté d'expression. La contestation de ce que je faisais était officielle, mais elle fut également souterraine. L'État m'a retiré ma licence de pilote. C'est un médecin généraliste, contre l'avis des psychiatres consultés, y compris ceux qui m'ont été imposés, qui a décidé de me déclarer inapte et on a essayé de me faire passer pour fou. Des changements sont intervenus au gouvernement. Le ministre Mermaz est parti à l'Assemblée nationale, suivi par Jean-François Gueulette. Et j'ai donc vu, dès le retour de congé de Jean-François Gueulette, je l'ai vu à la fin du mois d'août à l'Assemblée nationale pour discuter de mon affaire, de ma situation et de ces affaires d'accident d'Airbus. J'ai remis aux époux Gueulette-Ruffieux un dossier sur tous les articles de presse et également les éléments de mon dossier médical qui montraient bien que tout cela était complètement factice. Et quelque temps après, Dominique Ruffieux, donc l'épouse de Jean-François Gueulette, me retourne le dossier en des termes qui montrent bien l'intimité de nos relations, puisqu'elle fait état de leurs problèmes d'adoption. J'ai été convoqué par le juge d'instruction Marie-Christine Marchionni, qui souhaitait m'entendre sur tout cela, et je serai ultérieurement entendu pendant une journée complète par elle, mais dans le même temps j'ai déposé plainte pour subornation de témoins en raison des pressions que je subissais. Dans une ordonnance du 30 janvier 1989, Marie-Christine Marchionni estimera constituer le délit de subornation de témoins. J'ai poursuivi mes investigations. Le terme est un petit peu exagéré dans la mesure où c'est vers moi que beaucoup de gens ont remis directement des documents et on a pu constater à ce moment-là des choses assez horribles, bidouillage, traficage, manipulation. Les bandes ont été trafiquées. Bien, la sécurité dans les avions, je crois que c'est un problème qui préoccupe beaucoup de gens en France, en Europe. Nous sommes donc en avril-mai 1989 et à ce moment, j'ai participé à une émission très regardée, Ciel Montmardi, animée par Christophe de Chavannes. Participait également Xavier Barral, qui est en uniforme, qui représente les pilotes d'Air France et qui représente également la direction d'Air France, chose très intéressante. Il me félicitera pour mon travail.
Bien, la sécurité dans les avions, je crois que c'est un problème qui préoccupe beaucoup de gens en France, en Europe et puis un petit peu à travers le monde. Jean-Pierre, je vous présente à votre droite Norbert Jacquet. Vous êtes pilote de ligne. Votre licence vous a été enlevée il n'y a pas très longtemps par la DGAC. La DGAC, c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile. Et puis Air France nous a envoyé le président du syndicat des pilotes de ligne, qui est à ma gauche. Vous vous appelez Xavier Barral. Vous êtes donc le président du syndicat national des pilotes de ligne et en même temps officiellement le représentant d'Air France ce soir. Enfin, bon, moi j'ai parlé avec les gens d'Air France qui m'ont dit que vous étiez là quand même pour représenter Air France. Bon, je prendrai les deux casquettes. Voilà, s'il vous plaît. Avec plaisir. Et puis, ça, nous l'avons dénoncé et Norbert le dénonce beaucoup plus bruyamment que nous, c'est sûr. On parlait de Tout cela commençait à faire des vagues et a obligé le ministre des Transports à sortir du bois. Le nouveau ministre des Transports, Michel Delebarre, successeur de Louis Mermaz, a donc engagé un procès en diffamation contre moi et contre Michel Asselineau aussi, qui s'était mis à parler alors qu'il avait gardé le silence pendant 1 an, et alors même que dans ses relations avec moi, manifestement il ne cherchait pas à faire éclater la vérité. D'ailleurs, il confirmera dans son livre qu'il m'avait éconduit. On reviendra ultérieurement sur ce procès. La procédure est très longue. Je peux simplement dire que dans ce procès, Michel Asselineau ne s'est pas du tout défendu. En raison de ces menaces et de diverses interventions, les médias en France se sont fait plus discrets. En revanche, la polémique s'est développée hors de France. Par exemple, la chaîne britannique Channel 4 a consacré un documentaire, un 52 minutes, très documenté, avec des interviews aux États-Unis, en France, un petit peu partout, à Airbus, la DGAC, sur toute cette technologie et les problèmes que cela posait. Cette émission a été diffusée en septembre 1990. En voici un extrait. If there were to be another inquiry into the Habsheim crash, it would certainly have to deal with allegations of improper pressure on those who believed the plane was responsible for the accident. Captain Asselineau claims threats have been made against him to try to make him accept responsibility for the crash. His co-pilot at Habsheim, Pierre Mazière, is still flying with Air France. Regulations prohibit him from speaking to the press, but he is known to support Captain Asselineau's position. Soon after the crash, this man, Norbert Jacquet, an Air France pilot himself, spoke out in support of Captain Asselineau and questioned the safety of the A320. He was the first pilot to do so. He was called in unexpectedly to see an Air France doctor. So I said it publicly. Several days later, I was suspended from flying by an industrial doctor, allegedly for reasons of mental health. And some days later, the French government withdrew my airline pilot's license for the same reasons. I consulted 3 specialists and 3 professors who found me perfectly normal. Despite this, I was sacked without compensation by Air France, and the government has still not restored my license. At the same time, people are still trying to make out that I'm a little bit mad. We invited Air France to talk to us about both Monsieur Jacquet and the crash of its A320 at Absheim. The company refused, citing the continuing court inquiry in France. Any independent inquiry would also have to consider a further dimension of the controversy. Mais la polémique est revenue en France, notamment avec l'émission Envoyé spécial, un véritable coup de tonnerre. Elle était diffusée en première partie de soirée et cette enquête sur le crash de Absheim était le premier sujet. Il a été annoncé au journal télévisé avec des images et bien sûr il avait été annoncé dans la presse, notamment la presse nationale, mais également tous les hebdomadaires TV. Voici un extrait de cette émission. Ce pilote d'Air France n'était ni dans l'avion, ni à Absheim. Mais le crash de l'A320 auquel très vite Norbert Jacquet décide de s'intéresser va faire basculer la vie de ce commandant de bord. Dans l'histoire personnelle de Norbert Jacquet, il est question de grains qui font gripper la machine, de Don Quichotte et de moulins à vent, de vérité contre raison d'État.
Au départ, en effet, Norbert Jacquet se bat seul, ou presque, contre tous. Avec les doutes que vous aviez sur l'accident d'Absheim, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Je me suis rendu au syndicat national des pilotes de ligne où j'ai constaté une certaine mollesse et manifestement un manque d'entrain pour défendre l'équipage, alors qu'une campagne commençait à se développer contre l'équipage et la profession en général. J'ai donc décidé de créer un syndicat avec quelques collègues, syndicat dont j'étais président de bureau. Je me suis rendu compte quelques temps après, c'était le commencement de mes ennuis. Ces prises de position dérangent. Norbert Jacquet se sent suivi, épié. Il pense qu'on essaye de l'intimider jusqu'à ce 6 août, où la filature peu discrète d'un individu le décide à en avoir le cœur net. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Je l'avais déjà vu plusieurs fois dans la semaine, des gens qui me frôlaient, et lui en particulier. J'ai donc décidé d'appeler la police pour mettre fin à ces manœuvres d'intimidation, mais éventuellement pour qu'on prenne l'identité de mon suiveur du moment. Est-ce que les policiers sont venus? Ils sont venus, ça a été très long, j'ai attendu 25 minutes et j'ai même été obligé de rappeler pour qu'ils viennent. Bon, bah alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre son identité? Ils m'ont pris par le bras, venez monsieur, vous allez faire une déposition. Et lui? J'ignore ce qui s'est passé avec lui. Dans leur fourgon, les policiers conduisent Norbert Jacquet au commissariat du 13e arrondissement pour y recueillir sa déposition. Pendant 30 minutes à peu près, je dépose devant un inspecteur de police. J'avais d'ailleurs un journal qui relatait mon affaire, mes prises de position au nom du syndicat. Et je vois le commissaire de police qui rentre dans le bureau, qui ressort, qui revient, qui ressort. Et ensuite, on m'a dit, vous avez l'air fatigué, on va vous emmener voir un médecin. J'ai estimé que c'était pas nécessaire et la police a insisté. Elle m'a dit, on va vous emmener voir un médecin. J'ai préféré ne pas résister à cette proposition. En fait de médecin, c'est aux urgences psychiatriques de la Pitié-Salpêtrière que les policiers mènent Norbert Jacquet. Lorsque la police vous amène aux urgences de l'hôpital ici, c'est dans les mains d'un psychiatre qu'elle vous remet. C'est exact. Je l'ai permis dans les mains d'un psychiatre. Vous n'avez pas été un petit peu étonné à ce moment-là? J'ai eu confirmation du fait qu'on voulait me faire passer pour fou. Mais pourquoi le commissaire de police qui vous amène ici veut-il vous faire passer pour fou? J'avais constaté au commissariat de police qu'il avait un entretien téléphonique avec quelqu'un de l'extérieur avant de m'amener ici. Avec qui? Je l'ignore. Ce 6 août, le commissaire du 13e arrondissement s'adresse à la direction d'Air France, comme en témoigne ce document confidentiel. Nous avons été alertés le 6 août par le commissariat de police du 13e arrondissement sur l'état psychique de ce pilote qui a amené le commissaire à le faire conduire à l'hôpital de la Salpêtrière. Que dit le psychiatre en question à l'issue de l'entretien? Le docteur Fontaine, après m'avoir ausculté une trentaine de minutes, m'a trouvé parfaitement normal et il le certifiera par écrit. J'ai vu M. Jacquet le 6 août 88 et je considère que son état ne relève pas de psychiatrie. Un mois avant la date prévue, Norbert Jacquet est convoqué par Air France pour une visite médicale. Bien qu'une telle procédure soit tout à fait anormale, je me suis présenté à cette visite où j'ai consulté les médecins habituels, mais quand on m'a demandé de voir un psychiatre, et qui plus est un psychiatre salarié d'Air France, j'ai refusé. Des psychiatres, vous en avez déjà vu 5. J'ai vu 5 experts qui ne m'ont décelé aucun trouble mental. Systématiquement, Norbert Jacquet refusera de voir les psychiatres qui lui sont proposés par Air France, puis par le conseil médical de l'aéronautique civile. En conséquence, ce dernier le déclarera inapte. Quelle a été la réaction de votre employeur à ce moment-là? Air France a attendu un petit peu, elle a arrêté de me payer et j'ai été licencié sans indemnité. Norbert Jacquet est sans ressources depuis 2 ans. Les meubles de son appartement viennent d'être saisis. Aujourd'hui, il arpente les couloirs du palais de justice de Paris en quête d'une réhabilitation. Alors, dans l'attente d'une éventuelle réhabilitation judiciaire, bien sûr, j'aurai l'occasion d'y revenir, on a surtout vu le ministre hurler une nouvelle fois. Plus exactement, je vais dire un mot maintenant de Pierre-Henri Gourjon. C'est quand même lui qui est derrière tout cela. Il a par ailleurs reconnu sous serment, dans une déposition dont j'ai une copie, être en relation avec Jean-François Gueulette à mon sujet. Il reconnaît être en relation avec Jean-François Gueulette à mon sujet. Telles sont ses déclarations enregistrées par greffier
déclaration sous serment. Bref, au ministère, un nouveau communiqué assez hurlant à la suite de cette émission d'envoyé spécial. Alors, réhabilitation, justice, enquête, cause de l'accident, etc. Où en est-on à ce moment-là? Madame Marie-Christine Marchionni, le premier juge d'instruction, a été très rapidement dessaisie dès qu'on s'est rendu compte qu'elle commençait à tout comprendre. Elle a été dessaisie au profit du juge François Guichard. Juge François Guichard, très socialiste, un des fondateurs, un membre éminent du syndicat de la magistrature, également ensuite maire adjoint socialiste de Strasbourg. Dans certains pays, on parlerait d'un juge commissaire politique. Donc le dossier a été confié au juge Guichard qui s'est employé par tous les moyens à étouffer l'affaire, en tenant même parfois des propos assez déplaisants à mon sujet, y compris par sous-entendu dans un livre, Les juges parlent, qui a été publié ultérieurement. Asselyne, le commandant de l'appareil accidenté, est retourné à son silence, et il en a été de même de Jean-Claude Botch, le président, le vice-président de l'association des victimes du crash de Absheim. En revanche, du côté du syndicat des pilotes, le SNPL, où on voit que certains dirigeants ont un jeu assez trou, puisqu'ils représentent en même temps la direction d'Air France, curieux syndicat, au syndicat du ménage commençait à se faire, notamment en raison de mon affaire qui permettait, en raison du comportement de certains, de démasquer les taupes. Tout cela a eu pour conséquence qu'un préavis de grève a été déposé sur mon affaire pour ma réintégration, la restitution de ma licence qui m'avait été d'abord restituée puis à nouveau retirée parce qu'on espérait me faire partir à l'autre bout du monde et me faire oublier, enterrer là-bas. Un préavis de grève a été déposé par la section Air France du SNPL puis par le bureau national du syndicat national des pilotes de ligne. Malheureusement, un syndicaliste félon qui était resté en réserve aux États-Unis a interrompu un stage. Il est rentré en France et à l'insu de tous, en plein week-end, tout seul dans son coin, il a levé le préavis, ce qui a eu pour conséquence que tout s'est un petit peu cassé la figure. Au conseil syndical suivant, ce syndicaliste sautera, mais le mal était fait. Octobre 1991, une information dans la presse qui donne quelques précisions sur les circonstances de la grève et qui donne également des précisions sur l'issue du procès en diffamation dont j'ai parlé. Nous avons été condamnés, Michel Asselyne et moi, mais on a surtout écouté Michel Asselyne. Moi, j'avais pratiquement pas le droit de parler et Michel Asselyne ne s'est pas défendu. Il a brassé un petit peu d'air et tous les éléments importants, tous les éléments intéressants, ceux que je présentais, ont été passés sous silence. D'ailleurs, quand on lit la décision de justice, on le constate immédiatement. Les temps étaient de plus en plus durs pour moi matériellement, même si parallèlement je récupérais de plus en plus d'éléments de preuve, et notamment dans le cadre des divers procès, par les auditions de témoins et autres, en recoupant tout, j'ai pu commencer à marquer des points supplémentaires, comme le montre une dépêche AFP qui donnera lieu à plusieurs articles de presse et surtout qui va déclencher une interview au journal télévisé de la 5. Il s'agit de la 5 de l'époque Berlusconi et nous sommes donc le 18 février 1992. Le journal de la 5, édition de 12h45, Marie-Laure Augry. Madame, Monsieur, bonjour. Après l'argent des Duchesnay, vraisemblablement l'argent pour Carole Merle dans le Super G féminin, mais ce sont les Italiens qui se distinguent. Une Italienne dans le cadre du Super G féminin, Compagnoni, et puis c'est Tomba qui a réussi le meilleur temps de la première manche du slalom géant. Franck Picard est loin derrière. En demandant une révision de son procès en diffamation, Norbert Jacquet, un ancien pilote d'Air France, relance le débat sur l'authenticité des enregistrements des boîtes noires de l'accident de l'Airbus A320 d'Absheim.
L'affaire de l'accident de l'Airbus A320 qui s'était écrasé en 1988 à Abchen lors d'un meeting aérien va-t-elle être relancée? C'est l'authenticité de l'enregistrement des boîtes noires qui est à nouveau remise en cause. Cette remise en cause, elle provient d'un pilote d'Air France, Norbert Jacquet, nous l'entendrons dans quelques instants, qui doit, dans les prochains jours, demander la révision de son procès en diffamation. À l'époque de l'accident, eh bien, il avait accusé l'administration d'avoir en quelque sorte falsifié les enregistrements, et ceci afin de dissimuler une défectuosité de l'appareil. Alors aujourd'hui, le pilote et son avocat déclarent disposer de faits nouveaux de toute première importance. Je propose de revoir cela en détail avec Thierry Curté. Voici à nouveau les images de l'accident. Ce dimanche 26 juin, le temps est au beau fixe sur le petit aérodrome d'Amsheim. À l'occasion d'un meeting aérien, l'Airbus Paris-Strasbourg effectue 2 passages dans le sens de la piste. Au deuxième passage, il s'écrase dans la forêt. Bilan, 3 morts. Première déclaration du pilote, le commandant Asselin, l'un des pilotes d'essai de l'Airbus. Les moteurs ont refusé de repartir. Immédiatement, les 2 boîtes noires sont extraites. L'une comprend les données techniques de vol. La seconde, celle-ci, les enregistrements des conversations dans la cabine. Cette dernière est confiée à 2 experts, messieurs Lallet et Lejeune. La bande, qui est sous scellé aujourd'hui, est abîmée, froissée. Pourtant, voici ce que ces 2 experts déclarent le 19 décembre 1990 au juge Guichard. Monsieur Lejeune, quand j'ai remis cette bande à l'adjudant Viat, elle ne présentait pas de pliures. Et l'autre expert, monsieur Lallet, si ces pliures m'étaient apparues lors de l'extraction de la bande, je l'aurais évidemment signalé. Un an plus tard, le 21 novembre dernier, lors d'un témoignage, monsieur Lejeune se contredit. Nous avons relu la bande et constaté la froissure qui était dans la partie de bande cachée. Apparaissent donc les pliures. Le pilote est dans la salle, il a vu lui aussi ces bandes froissées. Il donne sa version. Il y a une froissure totale sur 13 cm à partir de la bande amorce. L'expert, monsieur Lejeune, affirme alors, cela ne correspondait pas avec la bande que j'ai exploitée. Une contradiction donc sur l'existence de ce défaut sur la bande. Puis, ce défaut qui se déplace sur la bande, cela fait beaucoup pour une enquête dite sérieuse. Certains pensent déjà qu'il existe 2 bandes originales. Cela fait une de trop. Voilà, alors donc des documents qui relancent l'affaire. Pourquoi maintenant et pourquoi maintenant justement intervient cette révision de procès? Eh bien, Marie-Laure, c'est simple. Dans cette affaire-là, il y a 2 procédures. Une procédure judiciaire, une enquête qui est menée actuellement par le juge Guichard, qui est d'ailleurs le 3e juge d'instruction sur cette affaire. Et cette enquête se poursuit. Elle va d'ailleurs être enrichie dans ce mois-ci, je crois, par le dépôt d'une 2e expertise très importante. Ça, c'est donc une enquête qui se poursuit depuis l'accident. L'autre procédure judiciaire, c'est une procédure en diffamation dont M. Jacquet a été la cible. Il a été accusé de diffamation par le ministre Delebard parce qu'il contestait, dans les termes qu'il va nous préciser d'ailleurs, la véracité d'un certain nombre de documents versés au dossier. Et comme cette procédure de diffamation est beaucoup plus rapide que l'enquête judiciaire, les documents sont arrivés les documents et les confrontations sont arrivés beaucoup plus vite. Et là, on a 2 procédures dont l'une est plus rapide que l'autre, mais M. Jacquet a été convaincu de diffamation parce qu'il n'a pas pu apporter de preuves. Forcément, ces preuves sont ou ne sont pas, mais enfin les éléments de preuve sont dans le dossier qui est couvert par le secret d'instruction que l'on ne peut pas sortir. C'est si vous voulez, c'est une sorte de vice de notre système judiciaire qui nous empêche de prendre dans une procédure des pièces qui serviraient dans une autre procédure. Voilà, en gros, l'explication, c'est comme ça. Alors, l'explication, on va peut-être pouvoir en demander justement à Norbert Jacquet qui est à côté de nous, explication technique. Donc, vous demandez maintenant cette révision du procès en disant on a des éléments nouveaux importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous maintenez ou vous corroborez vos déclarations premières, estimant qu'il y a eu en effet falsification de documents. Tout à fait, je l'ai toujours maintenu, je l'ai maintenu devant la Cour d'appel de Paris. Malheureusement, je n'avais plus les moyens matériels de faire expertiser mon offre de preuve, puisque tout cela est à ma charge, ce sont les particularités de la loi sur la presse, et j'ai donc été condamné. Toutefois, un témoignage essentiel de M. Lejeune, responsable du dépouillement dans la nuit qui a suivi l'accident, apporte un fait nouveau dans cette affaire. Et c'est ce témoignage qui est jugé assez important par vous et par votre avocat pour justement demander une révision du procès en diffamation. Également avec d'autres éléments qui relèvent du domaine juridique, et là c'est mon avocat qui traitera cet aspect.
Le problème, Marie-Laure, c'est que le témoignage de M. Lejeune, c'est pas un témoignage qui est quelque chose de léger. M. Marcel Lejeune est un ingénieur qui a été chargé au moment de l'accident de faire le premier dépouillement des bandes d'enregistrement. Alors M. Lejeune, c'est une question que je vous pose maintenant, M. Jacquet, à l'audience en cours d'appel, donc l'audience de diffamation, M. Lejeune a dit « la bande sous scellée n'est pas celle que j'ai exploitée ». Et avant, il n'avait rien dit. Là, pourquoi ? C'est exact, il a même dessiné, on peut comparer donc les deux dessins, et il n'a rien dit pourquoi. Je pense qu'il faudrait le lui demander, il serait intéressant d'avoir sa réponse. Toutefois, je constate qu'il a fini par faire cette déclaration presque contraint et forcé de témoigner, et je constate qu'au vu de ces déclarations, il existe 2 bandes originales du DFDR, donc il y en a une des deux qui est fausse. Bon, alors ça veut dire, hypothèse que l'on a pu, au fond, former, imprimer une nouvelle bande. Est-ce que techniquement c'est possible de refaire une bande d'enregistrement du vol d'un avion? Tout à fait, c'est possible, ça demande du temps et de l'argent, et dans un rapport administratif signé de M. Cheminal, il est confirmé que cela est possible. Autre question sur la bande originale, est-ce que l'on peut modifier 4 ou 5 paramètres simplement pour refaire un vol supposé, ou une approche, ou une manœuvre? C'est possible, c'est très délicat parce que par comparaison des paramètres entre eux, on va se rendre compte de la falsification et c'est ce qui apparaît sur certains listings. Alors une autre question, il y a eu un premier collège d'experts qui a examiné cette bande-là. Ils n'ont rien vu, rien dit. Pourquoi? Je pense que... Parce que ce que vous venez de nous expliquer, c'est-à-dire le fait qu'on puisse refaire une bande, des experts théoriquement pourraient le constater. Si la falsification était parfaite, on peut penser qu'ils ne le constateraient pas. Toutefois, nous avons, au vu des différents documents de l'expertise judiciaire, constaté que M. Offray et Bourgeois, dans leur rapport du mois d'avril 89, ont blanchi l'avion manifestement sans même prendre la peine de relire la bande originale de l'enregistreur de paramètres. Ça, ce que vous venez de dire, vous en êtes sûr? Certain. Bon. Est-ce que vous êtes fou, M. Jacquet? Non, ça a été, je veux dire, au début de l'affaire, oui. Et lorsque vous avez, vous, justement, mis en cause l'enregistrement de ces bandes, en effet, on a dit que vous étiez peut-être, je ne sais pas, mythomane, un peu dérangé. On a tenté de le faire croire. Il apparaît que tous les psychiatres que j'ai consultés, y compris ceux qui Vous avez eu des expertises avec des psychiatres? Y compris ceux qui m'ont été imposés, n'ont absolument rien trouvé et l'administration a finalement été contrainte de me restituer ma licence sans aucune restriction et dans des formes qui montrent parfaitement sa malhonnêteté dans cette affaire psychiatrique. Aujourd'hui, vous votez à nouveau? Non, le syndicat national des pilotes de ligne a l'affaire en main après un préavis de grève qui avait été déposé au mois de juillet, qui a été levé dans des conditions un petit peu curieuses. Le syndicat des pilotes de ligne suit toute cette affaire, non seulement la mienne, ma situation personnelle, mais également tout ce qui concerne l'accident de Absheim, surtout après la catastrophe du Mont-Saint-Odile, de très près. Merci beaucoup. Merci pour ces explications et bien sûr on aura l'occasion de revenir sur ce dossier. Le journal de la 5, édition de 20h, Gilles Schneider. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La demande de révision d'un procès en diffamation relance l'enquête de l'Airbus d'Absheim, accidenté le 26 juin 88. Un pilote, Norbert Jacquet, estime être en possession...